Voici une vidéo récapitulant toutes les notions de grammaire étudiées en 3e. Donc d'abord les notions que tu as apprises en 6e et en 5e. Normalement, tu maîtrises la distinction nature-fonction. Tu connais les natures déterminants, nom, adjectif, pronom, verbe, préposition, adverbe, conjonction, groupe nominal, proposition. Tu connais les fonctions attributs, COD, COI, COS, complément d'agent, sujet, épithète, complément du nom, complément circonstanciel. Tu connais la phrase, ses types, ses formes, les propositions, la distinction phrase simple, phrase complexe. Et pour la phrase complexe, les propositions juxtaposées, coordonnées, subordonnées relatives et conjonctives. Tu maîtrises les expansions du nom, les degrés de l'adjectif et la voix passive. En 4e, tu as travaillé sur le pronom. Tu as découvert la fonction apposition, complément de l'adjectif, complément circonstanciel de conséquence. Tu as retravaillé la distinction proposition subordonnée relative et proposition subordonnée conjonctive. Tu as découvert la proposition subordonnée interrogative indirecte et tu as travaillé sur la forme impersonnelle. Tu as travaillé sur les paroles rapportées, donc le discours direct et le discours indirect, et tu as découvert ce qu'était la situation d'énonciation et tu as démarré l'analyse des valeurs des temps. Si tu as oublié certaines de ces notions, n'hésite pas à regarder les vidéos qui leur sont consacrées. À la fin de la 3e, on complète l'étude de la nature pronom avec les pronoms relatifs, indéfinis, interrogatifs et adverbiaux. On termine l'étude des fonctions avec l'attribut du COD et on récapitule tous les types de compléments circonstanciels. Concernant l'étude de la phrase, on ajoute de nouvelles propositions subordonnées conjonctives, donc les complétives, les interrogatives indirectes, les circonstancielles, et les propositions subordonnées infinitives et participiales. On travaille sur la forme emphatique et on révise la voix passive. On poursuit l'étude des paroles rapportées, donc le discours direct, indirect, et on ajoute le discours indirect libre. On poursuit l'étude de la situation d'énonciation et de la modalisation, et on poursuit également l'analyse des valeurs des temps. Concernant les pronoms, tu connais déjà les pronoms personnels, sujet ou complément, les pronoms possessifs et démonstratifs. On ajoute les pronoms relatifs que tu connais déjà, car ils reprennent l'antécédent complété par la proposition subordonnée relative. Ce sont les pronoms qui, que, dont, où, lequel et tous les composés, laquelle, lesquels, etc. Les pronoms indéfinis indiquent une quantité imprécise, l'absence ou la totalité. Par exemple, nul. Dans nul n'est censé ignorer la loi. Les pronoms interrogatifs introduisent une interrogation. Et les pronoms adverbiaux reprennent un terme inanimé. Il n'y en a que deux, y et en. La fonction attribut du COD. C'est un mot ou un groupe de mots qui exprime une caractéristique du COD. Donc il se construit après un verbe de jugement, trouver, considérer, etc., le COD, puis son attribut. Contrairement au COD, l'attribut ne peut pas être remplacé par un pronom, et comme lui, il ne peut pas être supprimé. Donc par exemple, dans la phrase « l'orage rend les animaux nerveux », les animaux COD, on aurait pu le remplacer par le pronom « les », l'orage les rend nerveux, et les animaux comme nerveux ne sont pas supprimables. Donc en règle générale, notre attribut du COD est placé après le COD. Il peut arriver qu'il en soit séparé par une préposition ou une conjonction. Par exemple, il traite son frère de menteur ou elle les considère comme des enfants. Tu te méfies avec l'accord, donc il faut penser à accorder avec le COD. Par exemple, je trouve les dessins de mon ami superbes. Superbe, l'attribut s'accorde avec son COD, les dessins de mon ami. La fonction attribut du COD peut être assurée le plus souvent par un adjectif, mais aussi par un nom, un groupe nominal ou un groupe avec participe présent. Attention de ne pas confondre l'attribut du COD avec l'attribut du sujet. Comme leur nom l'indique, l'attribut du sujet va compléter le sujet alors que l'attribut du COD complète un COD. Donc il faut regarder avec quoi ça fonctionne. Par exemple, cette robe est jolie, jolie complète cette robe est sujet. Et en plus on a un verbe d'état, donc ça ne peut être qu'un attribut du sujet. Alors que dans je trouve cette robe jolie, jolie fonctionne avec le COD cette robe, puisque je trouve est un verbe d'action, un verbe de jugement. Donc là, jolie est attribut du COD. Attention de ne pas confondre avec l'épithète. Par exemple, j'admire ces animaux puissants, puissant est épithète. Alors que je trouve ces animaux puissants, là on a un verbe de jugement, donc on va avoir la construction verbe de jugement plus COD, plus ce qui complète ce COD, l'attribut du COD.
Voici la liste complète des compléments circonstanciels. Donc tu connais déjà le complément circonstanciel de temps, le soir, de lieu, dans mon lit, de manière, entraînant les pieds, de moyen, avec des béquilles, de but, pour ne pas rater son bus, de cause, car il n'a pas fait ses devoirs, de conséquence, qu'on ne le croit plus. Donc je rappelle, attention, la cause c'est l'origine et la conséquence le résultat. Ensuite, le complément circonstanciel d'opposition, tandis que mon frère joue, donc on est en train de mettre en parallèle deux personnes, deux états, alors que le complément circonstanciel de concession, il y a une opposition logique entre les deux. Bien qu'il devrait travailler, mon frère joue. Et enfin, le complément circonstanciel de comparaison, en général introduit par comme, et celui de condition, en général introduit par si. Tu connais déjà ce qu'est une proposition subordonnée, donc qui dépend de sa principale. On la reconnaît car la plupart du temps, elle est introduite par un mot subordonnant. Donc tu connais la relative, qui complète un nom groupe nominal l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif et elle a donc pour fonction complément de l'antécédent. La proposition subordonnée conjonctive, elle est introduite par une conjonction de subordination et elle complète soit un verbe, soit toute la principale. En troisième, on étudie tous les types de propositions subordonnées conjonctives. Donc il y a la complétive qui complète un verbe et a donc pour fonction COD, COI, attribut ou sujet. Par exemple, j'espère que tu aimeras ce livre. L'interrogative indirecte que tu as étudiée en quatrième complète un verbe de parole d'interrogation. Donc elle est forcément COD. Elle est introduite par un mot interrogatif, mais il faut faire attention à ne pas respecter les règles de l'interrogation directe. Donc on ne met pas de point d'interrogation et on ne fait pas l'inversion du sujet. Exemple, l'élève demande au professeur pourquoi on ne met pas de point d'interrogation. Et enfin, les circonstancielles, comme leur nom l'indique, elles ont la fonction complément circonstanciel car elles complètent toute la principale. Plus délicate à relever, les propositions subordonnées infinitives et participiales car elles ne sont pas introduites par un mot subordonnant. Alors commençons par l'infinitive. Comme son nom l'indique, elle est organisée autour d'un verbe à l'infinitif et le sujet du verbe à l'infinitif doit être différent de celui du verbe conjugué. La proposition subordonnée infinitive complète le verbe de la principale, elle a donc pour fonction COD. Exemple, le professeur entend les élèves bavarder. Les élèves bavarder est une proposition subordonnée infinitive COD du verbe entend. Et la proposition subordonnée participiale, elle, est organisée autour d'un verbe au participe, qu'il soit passé ou présent. À nouveau, le sujet du verbe au participe doit être différent de celui du verbe conjugué. Elle a pour fonction complément circonstanciel car elle complète toute la proposition principale. Exemple, les élèves bavardant, le professeur se mit à dicter. Donc les élèves bavardant, proposition subordonnée participiale qui a pour fonction complément circonstanciel de cause. Parce que les élèves bavardaient, le professeur se mit à dicter. Donc là, je t'ai fait un tableau récapitulatif avec d'une part les propositions subordonnées avec mots subordonnants, donc les relatives, les conjonctives avec les trois catégories, et d'autre part les propositions subordonnées sans mots subordonnants. Avec un exemple à chaque fois et les mots que tu dois retenir. Ensuite, la forme emphatique. C'est une façon de construire la phrase pour mettre en valeur un de ses éléments, par opposition à la phrase neutre qui ne met l'accent sur aucun de ses constituants. Il boit beaucoup de café est une phrase de forme neutre, on n'insiste sur rien. Alors que du café, il en boit beaucoup, c'est une forme emphatique car je mets l'accent sur le COD du café. Donc pour construire une phrase emphatique, il y a deux possibilités. Soit on utilise le présentatif, c'est-à-dire qu'on va encadrer le mot ou groupe de mots sur lequel on va insister par « c'est qui ou que »,« il y a qui ou que » ou « voilà qui ou que ». Exemple, c'est Wes Anderson qui a réalisé ce film. Ou alors on va déplacer le mot ou groupe de mots sur lequel on veut insister en début ou en fin de phrase et le reprendre par un pronom. Exemple, ce film, je l'adore ou il la craint cette épreuve. La voix passive, tu connais déjà, tu sais qu'à la voix passive, le sujet grammatical ne fait pas l'action du verbe. On met donc en valeur ce sur quoi porte l'action, contrairement à la voix active, où on attire l'attention sur ce qui fait l'action, le sujet. À la voix passive, le sujet réel est exprimé par le complément d'agent, donc un groupe nominal introduit par la préposition par ou de. Exemple, la souris est mangée par le chat est le complément d'agent. En troisième, tu dois savoir manipuler, donc passer de la voix passive à la voix active et inversement.
Donc si tu as une phrase à la voix active, son sujet va devenir le complément d'agent à la voix passive, et le COD de la voix active devient le sujet à la voix passive. Inversement, si tu as une phrase à la voix passive, son sujet va devenir le COD à la voix active, et le complément d'agent va devenir le sujet à la voix active. Donc exemple, un milliardaire a acheté cette peinture, voix active, donc je vais prendre le COD, cette peinture, pour en faire le sujet à la voix passive. Et le sujet à la voix active, un milliardaire, va devenir mon complément d'agent. Et donc cette peinture a été achetée par un milliardaire. Attention, tu dois savoir conjuguer donc tous les temps de l'indicatif à la voix passive. Donc pour cela, on emploie l'auxiliaire être au temps voulu et on ajoute le participe passé du verbe que l'on doit conjuguer. Attention à l'accord du coup. Donc là, on avait a acheté, passé composé, et donc a acheté, le passé composé à la voix passive, ça donne a été acheté, et on accorde au féminin singulier. Les paroles rapportées. Tu connais déjà la distinction entre discours direct et discours indirect, et normalement, tu dois savoir passer de l'un à l'autre. Donc au discours direct, on cite les paroles telles quelles, c'est pour ça qu'on a des guillemets et des tirets. Il y a différents temps verbaux, donc les verbes de parole vont être par exemple au passé simple et les verbes du discours vont être au présent. Les éléments sont ancrés dans la situation d'énonciation. Exemple, il demanda, : ouvrez les guillemets, as-tu vu mes clés ? Alors que dans le discours indirect, les paroles sont modifiées car on les intègre dans une proposition subordonnée, ce qui leur fait perdre en oralité et expressivité. Il faut aussi penser à réaliser la concordance des temps, donc les verbes du discours sont à réécrire en général à l'imparfait ou à un temps composé, et à changer tous les pronoms déterminants ainsi que certains adverbes de temps ou de lieu pour qu'ils soient coupés de la situation d'énonciation. Exemple, il demanda si on avait vu ses clés ou si quelqu'un avait vu ses clés. Il existe un troisième type de paroles rapportées que l'on étudie en troisième, c'est le discours indirect libre. Les paroles ne sont pas introduites par un verbe de parole et elles ne sont pas encadrées par des guillemets, donc elles sont délicates à trouver. Les verbes de discours sont en général au temps du récit et les éléments sont coupés de la situation d'énonciation. Par contre, on peut trouver des marques de subjectivité et d'oralité. Par exemple, il demanda si on avait vu ses clés, donc ça tu reconnais, c'est du discours indirect. Mais la suite, c'est du discours indirect libre. Il les perdait tout le temps, ça devenait agaçant à la fin. Donc à nouveau, je t'ai fait un tableau récapitulatif sur les trois types de discours avec leur opposition et un exemple à chaque fois. Maintenant, la situation d'énonciation. Tu connais déjà la définition, tu sais que c'est la situation dans laquelle un énoncé est produit. Donc l'énonciateur, qui le dit, le destinataire, à qui c'est destiné, l'énoncé, le message, la visée, donc le but, et date et lieu de la situation d'énonciation. Tu sais faire la distinction entre un énoncé ancré dans la situation d'énonciation, donc qui renvoie à cette situation, et un énoncé coupé de la situation d'énonciation, qui ne renvoie pas à cette situation. En troisième, tu dois savoir identifier et employer la modalisation, c'est-à-dire l'ensemble des procédés par lesquels l'énonciateur exprime son jugement, son sentiment, son avis quant à son énoncé. Par exemple, dans cet extrait de Candide, rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de 1000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Donc pour comprendre ce texte, il faut connaître la situation d'énonciation, savoir que Voltaire est un écrivain philosophe des Lumières, et donc quelqu'un qui dénonce la guerre, qui la trouve absurde. Et pour transmettre son propos, il va utiliser l'ironie. Donc c'est un procédé qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Donc il va faire semblant d'écrire du bien de la guerre, de la considérer comme quelque chose de magnifique, afin que l'on comprenne au contraire tout le mal qu'il dit. Donc c'est une figure de style où il faut connaître, comprendre la situation d'énonciation. Et là, dans cet extrait, l'ironie reposait sur l'hyperbole, donc l'exagération, ainsi qu'une accumulation, le vocabulaire mélioratif et l'oxymore final, boucherie héroïque. Voltaire aurait pu également employer d'autres modalisateurs, comme les verbes de jugement,
utiliser le conditionnel ou le subjonctif, des adverbes ou des locutions exprimant un avis, ou des phrases exclamatives et interrogatives. Passons maintenant aux valeurs des temps. Donc tu connais déjà les valeurs des modes, et tu as travaillé en 4e sur les valeurs aspectuelles de certains temps de l'indicatif. Donc tu as appris la distinction entre action accomplie, non accomplie, action bornée, non bornée, action itérative, ponctuelle. Tu as vu que l'ensemble des temps composés ont une valeur d'action accomplie, que l'imparfait exprime l'arrière-plan, alors que le passé simple exprime le premier plan. Et tu as vu que le présent pouvait avoir une valeur itérative. En 3e, on va approfondir les valeurs aspectuelles et étudier également les valeurs modales. Commençons par le présent de l'indicatif. Donc tu connais déjà le présent itératif, présent d'habitude. On ajoute le présent d'énonciation, qui exprime une action en train de se dérouler au moment où l'on parle. Le présent de vérité générale, qui exprime une action, un fait, qui sera vrai en toutes circonstances. Donc c'est ce qu'on trouve dans les énoncés scientifiques ou dans les morales. Le présent de description. Et le présent de narration, c'est un présent qu'on a employé dans un récit au passé à la place du passé simple, afin de rendre l'action plus vivante. Le présent peut aussi avoir une valeur de passé proche ou de futur proche. Enfin, dans un système hypothétique avec si et futur simple, il peut avoir la valeur de condition. Par exemple, si tu écoutes, tu comprendras. L'imparfait, tu sais déjà que ça a une valeur d'arrière-plan ou une valeur de répétition. On ajoute la valeur durative, l'imparfait duratif, c'est-à-dire une action qui dure. Par exemple, il pleuvait depuis la veille. L'imparfait de description et l'imparfait de condition dans un système hypothétique avec si et conditionnel. Le passé simple, tu sais déjà que c'est du premier plan, on ajoute aussi la valeur d'aspect accompli, l'action est terminée. Passons au futur simple, donc il peut avoir lui aussi une valeur itérative ou de répétition. Il existe également le futur de narration ou futur historique, qui est l'emploi du futur dans un récit au passé, afin de mettre en valeur cette action. Par exemple, le chevalier se mit en route et ne rentrera pas avant longtemps. Il sert aussi à exprimer un ordre. Par exemple, cela vous fera 10 € quand un commerçant dit cela, au lieu de dire « vous me devez 10 €. Et également l'expression de l'hypothèse avec si et présent. Pour le conditionnel présent, il exprime l'hypothèse avec si et imparfait. Il peut servir aussi à exprimer une demande polie, par exemple « pourriez-vous répéter ?». Il sert à la modalisation et également à exprimer le futur dans un contexte passé, donc ce qu'on appelle le futur dans le passé. Les temps composés, tu sais déjà qu'ils ont la valeur d'action accomplie et également l'antériorité. Antériorité ou une action antérieure, c'est une action qui a lieu avant une autre. Donc les temps composés expriment l'antériorité par rapport au temps simple qui leur correspond. Exemple, quand il eut franchi le dernier virage, le coureur accéléra. Eut franchi, passé antérieur, c'est notre première action, elle est antérieure et accomplie, alors que accéléra, passé simple, c'est la deuxième action, elle a lieu seulement une fois que l'action est terminée. Enfin, le conditionnel passé et le plus que parfait peuvent aussi avoir comme valeur dans un système hypothétique avec si l'irréel du passé, c'est-à-dire une hypothèse qui ne s'est jamais réalisée. Si tu avais révisé, tu aurais eu une meilleure note. Passons maintenant au subjonctif. Donc pour le présent du subjonctif, il peut exprimer un ordre, un souhait, un doute, le but ou la concession. L'imparfait du subjonctif est d'un usage très littéraire. Sache néanmoins que normalement on l'emploie pour la concordance des temps, c'est-à-dire qu'on doit conjuguer à l'imparfait du subjonctif dans la subordonnée si la principale est à un temps passé. Donc normalement on devrait dire « je souhaitais qu'il vînt ». Enfin, les temps composés, passé du subjonctif et plus que parfait du subjonctif, expriment, comme ce sont des temps composés, l'antériorité d'une action par rapport à la principale. Donc on va avoir soit le verbe de la principale au présent plus le passé du subjonctif dans la subordonnée, soit la principale à un temps du passé et le plus que parfait du subjonctif. Les modes non personnels. Donc pour le participe passé, ça exprime une action accomplie. Et pour le participe présent, la simultanéité, donc une action simultanée, c'est-à-dire qui a lieu en même temps. Par exemple, révisant sa leçon, il espéra avoir une bonne note. Il fait les deux en même temps. Et on trouve ces deux mêmes valeurs d'accompli et de simultanéité avec le gérondif.
Cette vidéo est terminée. Si tu as besoin de revoir une ou plusieurs des notions grammaticales exposées, n'hésite pas à regarder les leçons qui leur sont consacrées et à t'entraîner avec les différents exercices. Merci de ton attention et bon courage!